Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule financière. Alors, avec la fin du troisième trimestre qui est maintenant derrière nous, marqué par une solide performance des marchés financiers et également le début d'un cycle de baisse de taux, il me fait plaisir de venir vous présenter notre analyse de la situation et en profiter à quelques jours de l'élection américaine pour voir quel a été l'impact pour les investisseurs de cet événement-là qui fait couler autant d'encre. Alors, sans plus tarder, débutons cette nouvelle capsule financière. Alors, avant de commencer, permettez-moi de vous présenter notre nouvelle image de marque, nouveau logo, nouvelle couleur. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur l'histoire qui nous a amené à apporter ces changements-là, je vous invite d'aller sur notre site Internet à la section capsules et blogs pour en apprendre plus. Alors, si on débute avec la capsule, alors des bonnes nouvelles au niveau de l'inflation. On est rendu maintenant, autant au Canada qu'aux États-Unis, dans une zone de confort. Alors, on sait qu'on vise une cible d'environ 2 % d'inflation. Et parallèlement, les banques centrales nord-américaines ont, je vous rappelle, un double mandat. Donc, avoir une inflation qui est contrôlée, mais aussi de viser le plein emploi. Et là, étant donné qu'on a réussi à atteindre l'objectif d'avoir une inflation qui est maintenant contrôlée, on a moins peur que ça retombe hors contrôle, on s'attaque maintenant au ralentissement du marché de l'emploi. En fait, le fait que le chômage a commencé à augmenter. Et on peut voir que quand on fait même un recul depuis plus de 80 ans, c'est quand même assez rare de voir un taux de chômage qui est en bas des 4 % là, comme on vient de vivre. Et vous avez peut-être entendu parler récemment de ce qu'on appelle la règle de Sam. La règle de Sam, Madame Sam était une madame qui était une économiste qui était sur le conseil d'administration de la Réserve fédérale américaine, qui, de par ses analyses, est arrivé à la conclusion que à chaque fois que le taux de chômage augmente de 1,5% de son creux, ce n'est jamais arrivé qu'il n'y a pas une récession qui a suivi par la suite. Alors, et quand on regarde cette règle de Sam-là, eh bien, elle vient d'être déclenchée. Alors, vous pouvez voir que à chaque fois que cette règle-là a été déclenchée, on voit dans les zones ombragées que la récession s'est toujours matérialisée. Donc, même si actuellement, on est dans une situation où est-ce que les probabilités d'avoir un atterrissage en douceur de l'économie ont augmenté, ça reste quand même qu'on peut pas carrément repousser du revers de la main la chance ou la possibilité, c'est-à-dire qu'une récession pourrait arriver. Donc, faites à noter, et donc ça va être à suivre au cours des prochains mois. C'est sûr que la bonne nouvelle de tout ça, c'est que le contrôle de l'inflation a donc permis à la Banque centrale canadienne de descendre déjà ses taux d'intérêt à 3 reprises, 3 fois 0,25. Et la bonne nouvelle qui a surpris un peu positivement les marchés, c'est que la Réserve fédérale maintenant a emboîté le pas, mais avec une baisse de 0,5 d'un coup sec. Et ça envoie quand même un message que on est vraiment intéressé de commencer à se consacrer à ce que l'économie ne ralentisse pas trop lorsqu'on regarde là, la situation au niveau de l'emploi au cours des derniers mois. Et ces baisses de taux-là sont venues envoyer un message positif pour le marché des obligations. Alors, on peut voir que les taux obligataires, c'est les taux des obligations d'une durée de 10 ans, qui fixent un peu les taux d'intérêt sur les certificats de dépôt, sur les emprunts, sur les obligations. Et on peut voir que ces baisses de suite aux baisses des taux des banques centrales, ces taux-là se sont mis à diminuer, si bien que lors de notre dernière capsule en juin, on avait un marché obligataire qui avait une performance négative de 3 % et un bon revirement de situation qui fait qu'actuellement, en date du 30 septembre, on est rendu avec une performance de plus 4 %. Donc, pour nos clients conservateurs, équilibrés, qui ont une bonne proportion d'obligations dans les portefeuilles, c'est une bonne nouvelle. Alors, on est bien content de partager ça avec vous. Et quand on regarde ce qui est prévu ou anticipé dans les marchés avec les prochaines baisses de taux, on sait que la Banque du Canada va nous réadresser la parole sur sa politique monétaire le 23 octobre. On anticipe une autre baisse de 0,25 et c'est la même chose du côté de la Réserve fédérale américaine. Donc, le 7 novembre prochain, ce qui est anticipé actuellement, c'est une autre baisse de 0,25. Et l'ensemble de ces nouvelles-là aujourd'hui font que les marchés s'attendent à ce que les taux d'intérêt, d'ici 2 ans, les taux directeurs vont avoisiner les 3 %. Alors ça, c'est une cible qui bouge régulièrement, mais pour l'instant, donc, on anticipe que le cycle de baisse de taux ne fait que commencer.
Tout ça a donc permis ou alimenté une bonne performance des marchés boursiers depuis le début de l'année. En fait, on peut voir, pour reprendre un peu ce qu'on mentionnait lors de notre dernière capsule, la très bonne performance que vous voyez en rouge des 7 titres technologiques là, qu'on appelle maintenant là, les 7 magnifiques avec les Nvidia, Amazon, Meta de ce monde, qui avait quand même eu une très bonne performance aller jusqu'au mois d'août. Quand même une correction qui a été assez importante. Là, ceux qui ont suivi ça un peu plus près, le marché japonais a vécu une correction de 12% avec une reprise de 10% là, dans les jours qui ont suivi, qui a été beaucoup causée par les fonds de couverture, les spéculateurs qui, depuis plusieurs années, empruntaient de l'argent au Japon à du 0% pour aller l'investir ailleurs et se sont fait un peu prendre les culottes à terre lorsque la devise japonaise, le yen, s'est mis à augmenter à cause de statistiques économiques là, qui ont été meilleures que prévues. Et ça a fait que le yen a pris 10%, donc ces gens-là étaient pris avec une dette qui venait d'augmenter de 10% et ont donc voulu fermer leurs transactions en liquidant des titres pour aller rembourser la dette, ce qui fait que ça a été des mouvements très rapides, mais on est sur la même patinoire que tout ce monde-là, donc il n'y a pas eu d'impact à long terme. On peut voir que après la baisse justement du mois d'août, on a eu une certaine reprise. Et comme on pourra le voir tantôt, c'est pas juste le marché américain qui a bien fait dans le dernier trimestre. Là, on a vu une performance intéressante aussi de la bourse canadienne, et également des marchés émergents qu'on va voir un petit peu plus loin, là, qui ont été également là, dans une belle performance. On était quand même dû pour avoir une certaine correction. Lorsque vous regardez ça depuis plusieurs années, généralement, on va vivre une journée de correction où est-ce que la bourse va descendre de plus de 3% à peu près à tous les 12 mois, donc une fois par année. Et là, ça faisait à peu près 22 mois qu'on n'avait pas vécu ça. Donc, il y a toujours un événement quelconque qui vient justifier qu'il y a des prises de profit ou donc cette correction-là, dans le fond, est dans un cadre tout à fait normal là, et sain de ce qu'on vit sur les marchés financiers. Et donc, quand on regarde la performance, donc les 3 premiers trimestres et donc la conclusion, c'est là qu'on peut voir que le marché américain, qui avait quand même été parmi les meilleures bourses là, dans les 2 premiers trimestres, a encore une bonne performance, mais on voit que le marché canadien, comme je le disais tantôt, les marchés émergents se sont repris. Et ce que je vous mentionnais d'entrée de jeu, c'est que on peut voir que les obligations qui étaient en territoire négatif sont pas parmi les chefs du peloton, mais quand même 4% de rendement en obligations après 9 mois. On s'enligne sur un rendement quand même qui va être intéressant ou plus normal là, cette année, alors que dans les dernières années, ça a été un peu plus difficile. Quand on regarde, je vous dirais, la résilience de l'économie, parce que on aurait pu s'attendre, puis on est les premiers à le dire, que depuis un certain temps, la hausse des taux d'intérêt, quand même plus que 5% à l'espace de 18 mois, on est surpris que l'économie n'ait pas été affectée plus que ça. Et il y a 2 raisons pour l'instant qui justifient ça. La première, c'est que on a eu un consommateur aux États-Unis qui avait tellement confiance dans sa situation de son emploi qu'il ne sentait pas le besoin d'avoir une épargne importante pour se garder un coussin parce que je perds ma job, c'est pas grave, je vais m'en trouver une autre là, ailleurs. Si bien que on a vu ces ménages américains-là avoir un taux d'épargne en bas de 4%, alors que d'habitude, c'est plus autour de 7 à 8% le taux d'épargne qu'on va avoir. Donc, cette épargne-là qui était moindre, c'est donc ramassé à stimuler l'économie de façon additionnelle. Mais aujourd'hui, comme on vient de le voir, le chômage a commencé à augmenter. Donc, si on devient moins confortable dans cette situation-là, est-ce que ça va nous apporter à avoir un peu plus d'épargne dans nos affaires? Probablement. Donc ça pourrait être un petit peu un nuage gris là, au-dessus des dépenses là, de la consommation. Et l'autre facteur qui vient justifier le fait que l'économie s'est tenue mieux que ce qu'on aurait pu anticiper, c'est l'implication de nos gouvernements. Lorsqu'on regarde ça à haut niveau, on peut s'attendre à ce que lorsque l'économie va très bien, nos gouvernements engrangent des taxes, des impôts, on se ramasse des réserves pour les réinvestir et stimuler l'économie lorsque c'est le secteur privé qui se retire parce que on vit un ralentissement ou une récession. Et là, ça n'a pas été le cas. On peut voir depuis plusieurs années, et ça, c'est autant au Canada qu'aux États-Unis, l'implication de nos gouvernements dans l'économie. Et actuellement, on est dans des niveaux d'implication qui sont ou d'investissement qui sont très importantes. Et puis, en fait, lorsqu'on regarde la situation au niveau des
du déficit qu'on va faire. Il y a personne qui parle de contrôle budgétaire, ou à peu près personne. Et encore une fois, même quand on suit un peu l'élection américaine, que ce soit Trump ou Mme Harris, dans les deux cas, il n'y a personne qui parle d'un retour à l'équilibre budgétaire. Donc, tôt ou tard, ça va finir par nous rattraper parce que lorsqu'on regarde la situation des entreprises ou même des particuliers, on regarde le taux de taxation, on va regarder également le poids des impôts qu'une corporation va payer par rapport à son PIB, puis qu'on fait des comparables. On peut voir, entre autres, que chez nous, au Québec, les entreprises, proportionnellement, sont quand même très taxées. Même chose au niveau canadien, alors que, on le sait, les Américains, c'est pas leur philosophie d'avoir une taxation qui est très importante. Alors, lorsqu'on regarde souvent les statistiques d'endettement, on va dire, par exemple, que le Canada fait bonne figure au niveau du G7 parce que son ratio de dette par rapport à son PIB est meilleur qu'aux États-Unis, mais il ne faut pas oublier que notre marge de manœuvre pour taxer davantage chez nous est à peu près de 0, alors qu'aux États-Unis, on n'a même pas de taxe fédérale. Donc, c'est juste de garder ça à l'esprit. Et ce qu'il faut retenir ici pour nous, c'est que à chaque fois qu'on a des dépenses publiques comme ça qui sont hors contrôle, c'est comme un gros paquebot qui va varier de 2-3 degrés par année. Et à un moment donné, on va se ramasser à un endroit où est-ce que ça va être les agences de cotation qui vont dire « ça fera ». Et là, ça va faire augmenter les primes de rendement que les investisseurs vont vouloir avoir. Alors, si un pays est hors contrôle, puis je ne veux pas faire des mauvais exemples, mais souvenons-nous, durant la crise financière, que le Portugal, la Grèce empruntaient à du 20 %, on n'est pas là. Mais l'idée, c'est de dire que ce ne sont pas seulement que les banques centrales qui vont fixer les taux d'intérêt, mais c'est aussi la situation des finances publiques. Alors, c'est bon de garder ça à l'esprit parce que c'est pas un problème à court terme, donc nos politiciens s'en occupent pas beaucoup, mais tôt ou tard, on va arriver un matin, il va y avoir en bon québécois, un wake-up call, et puis ça, c'est quelque chose qui peut affecter, là, dans le fond, la structure là, des taux d'intérêt. Pour rester dans le domaine de l'élection, de la politique, alors, comme vous le savez, c'est très serré, ce qui se passe à l'heure actuelle, donc très difficile d'avoir une opinion de ce qui va se passer. Ce qui est clair pour nous, c'est que lorsqu'on regarde la volatilité entourant l'élection américaine, on peut voir, là, puis je recule d'à peu près une quarantaine d'années, vous voyez en bleu la volatilité des marchés boursiers, donc qui va, au fur et à mesure qu'on se rapproche là, du début novembre, qui va vraiment augmenter, donc un marché boursier dans le cas qui va diminuer. Et ensuite, et lorsqu'on voit que cette incertitude-là se dissipe, on va avoir finalement là, une baisse de la volatilité. Donc, pour nous, ça peut être des belles occasions qui s'en viennent à l'heure actuelle. Et quand on regarde en rouge, ben, on voit la situation qui prévaut cette année. Alors, c'est pas nécessairement très différent. Alors, on peut s'attendre encore une fois au cours des prochains jours qu'il y aura peut-être une augmentation de cette volatilité-là. Mais c'est bon de retenir aussi que nos investissements ne sont pas faits dans des gouvernements, mais bien dans des entreprises. Et lorsqu'on regarde à long terme l'impact de tout ça pour un investisseur, c'est pas quelque chose qui est très significatif. Ce qui est important, c'est de mesurer quel projet de loi ou quelle décision politique va avoir un impact sur le secteur d'activité ou les entreprises dans lesquelles on investit. Et il y en a, mais il y en a qui n'en ont pas du tout. Alors, on a mis la main sur une étude là, qui est juste drôle pour voir depuis une cinquantaine d'années si un investisseur avait investi, si je suis un investisseur démocrate et que je reste présent dans le marché boursier uniquement pendant que les démocrates sont au pouvoir. Même chose si je suis un investisseur républicain. Et on peut voir qu'après 50 ans, là, ça donne pas des grands résultats comparativement à demeurer pleinement investi tout le temps. Donc, c'est important de voir ce qui se passe, de ce qui se dit, quel va être l'impact géopolitique. Mais à la fin de la journée, il ne faut pas prendre ça comme un événement qui va avoir un gros impact sur la gestion ou la diversification là, de nos portefeuilles. Il y a également une école de pensée qui dit, bon, ben si c'est Trump qui est élu, ça va être bon pour la bourse. Fait que si on recule un peu en arrière, on recule en novembre 2016, on peut voir qu'effectivement, après l'élection de M. Trump, on a vu le marché boursier qui a quand même progressé de presque de 25 %. Mais c'est important de mettre ça un peu dans le contexte. À l'époque, quand Trump a été élu, les entreprises se négociaient à peu près autour d'un multiple de 16 fois les profits. Aujourd'hui, on est à un multiple de 21 fois les profits. Donc, que ce soit Harris ou que ce soit Trump, dans les deux cas, il n'y a pas beaucoup de place à avoir une expansion encore de ces multiples-là. Le marché américain est quand même très dispendieux, surtout quand on inclut encore une fois les titres technologiques. Lorsqu'on les exclut à 18 fois les profits, c'est un peu plus près de la moyenne historique, donc un peu plus raisonnable
mais quand même, donc, c'est pas nécessairement l'effet Trump qu'on a par rapport à ça. L'autre chose également qu'on doit tenir compte, c'est que lorsque Trump a été élu, lorsqu'on regarde le niveau de la dette américaine à ce moment-là, il était beaucoup plus faible, les taux d'intérêt étaient plus faibles, si bien que quand je regarde à ce moment-là l'ensemble des dépenses d'intérêt que le gouvernement américain devait payer par rapport à leur économie, par rapport à leur PIB, on parle que c'est à peu près autour de 1%. Aujourd'hui, avec la hausse de la dette et la hausse des taux d'intérêt, on est rendu à un niveau 3 fois plus élevé. Donc, c'est plus difficile aujourd'hui de dire « Parfait, je suis élu, je rebaisse encore les impôts. » On a moins la marge de manœuvre qu'on l'avait. Et en termes de déficit budgétaire, comme j'en parlais un petit peu plus tôt, bien, on était à ce moment-là un déficit budgétaire à peu près de 3%, et là, on est rendu à moins 7%. Donc, encore une fois, beaucoup moins de marge de manœuvre de ces deux côtés-là. Si on revient avec l'augmentation du chômage, la fameuse règle de Sam qui a été déclenchée, on s'est amusé à regarder depuis les années 70, là, à chaque fois que c'est arrivé, ça a été quoi l'impact un an après, lorsque la règle de Sam a été déclenchée, donc le chômage a augmenté d'1,5%, pour voir la performance des marchés boursiers. Et on peut voir que 12 mois après, en moyenne, le marché est encore en hausse à peu près d'autour de 8 à 9%. Donc, on sait que lorsque le chômage augmente, bien, les banques centrales commencent à descendre les taux d'intérêt. Et donc, dans les 6 premiers mois qui suivent cette augmentation-là du chômage, le marché pivote un petit peu, alors qu'un peu plus à moyen terme, donc 12 mois en avant, c'est un peu plus positif. Il y a eu 2 exceptions, quand même des événements qui ont été importants. Le premier, la crise financière, et le deuxième, ça a été la crise technologique là, en 2001, qui vient de faire un peu là, baisser cette moyenne-là, mais quand même, on parle de résultats qui sont encore satisfaisants là, par rapport à ça. Aujourd'hui, ben, on est encore dans un contexte ou un climat que, comme je viens de vous le montrer, les marchés sont bons, on veut prendre plus de risques et ça nous amène à avoir un investisseur qui actuellement est beaucoup plus dans une frénésie d'optimisme. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas le meilleur moment pour réinvestir. Donc, encore une fois, d'avoir une saine gestion de nos liquidités. On n'est pas dans une période à l'heure actuelle où est-ce qu'on veut être surexposé en action, prendre nos pleines positions, mais c'est bon de voir que je vous rappelle que c'est toujours dans un moment où il y a plus de pessimisme ou donc une augmentation de la volatilité qu'on va retrouver des meilleures occasions. Finalement, lorsqu'on regarde l'évaluation des marchés boursiers aujourd'hui, ben, je vous disais tantôt que le marché américain était quand même à des niveaux d'évaluation assez élevés. Du côté canadien, on est à peu près en ligne, malgré les dernières augmentations, avec la moyenne historique là, des 40 dernières années, à peu près à 15 fois les profits. Même au niveau international, donc l'Europe, le Japon, on parle d'évaluations qui sont en bas de la moyenne historique. Et comme je le disais, c'est pas arrivé souvent, là, depuis toutes ces années-là, qu'on a un marché américain qui est en haut de 21 fois les profits. Donc, on l'a vu un peu au mois d'août. On verra qu'est-ce qui va nous attendre par rapport à ça, mais ça reste quand même que c'est un marché qui est plus cher aujourd'hui. Et quand on regarde les opportunités, puis je finis là-dessus, on peut voir qu'il y a eu quand même des annonces importantes qui ont été faites récemment au niveau du gouvernement chinois. Et quand on regarde depuis 10 ans la performance, puis on la compare entre la bourse américaine et la bourse chinoise, c'est quand même des écarts qui sont très importants. On n'a pas vu ça souvent. Alors, on peut voir que le marché américain, depuis 10 ans, a presque doublé. On parle de 184% de croissance, alors que durant la même période, le marché chinois, qui a vécu beaucoup de problèmes, on parle d'une performance de 16%. Et là, ben, ça nous amène à avoir des entreprises chinoises qui sont à 9 fois les profits. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est le temps d'être surexposé, mais nous, on était absents de cette région-là et on a commencé à prendre des positions la semaine passée. Il y a 2 semaines, le gouvernement chinois a annoncé presque 150 milliards d'ajouts de liquidités dans son système, dans ses banques. Avec tous les problèmes immobiliers qu'ils ont, on fait descendre la mise de fonds sur une résidence de 25% de comptant à 15% et ont également décrété des baisses de taux de 1,5% pour les hypothèques. Et en Chine, quand on tourne à gauche, c'est tout le monde qui tourne. C'est pas juste sur les nouvelles hypothèques, mais même si j'ai une hypothèque fermée encore pendant 4 ans, mon taux d'intérêt vient de descendre de 1,5%. Donc, des mesures quand même qui envoient un message, probablement jumelé à d'autres qui s'en viennent, qu'on est probablement on est en train de faire un certain creux au niveau des marchés. Donc, on pense que la reprise, ça peut être intéressante. Ça reste que notre travail, c'est de vendre ce qui est cher et d'acheter ce qui est moins cher. Donc, on a quand même confiance au niveau du consommateur chinois
au niveau de sa capacité, au niveau de sa consommation discrétionnaire. Là, on voit beaucoup les compagnies de luxe françaises qui bénéficient de ça, là, les Louis Vuitton, les Christian Dior. Alors, c'est des choses qu'on pense qui devraient se poursuivre au cours des prochains mois et on va suivre ça pour vous. Alors, en espérant que cette capsule financière vous ait plu, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous parler. Merci. Bonne fin de journée.